Nous allons prendre le temps de philosopher un peu avec Gilles Dohec. Philosopher, je ne suis pas sûr que les machines y arriveront un jour, c'est un peu ce qui nous reste pendant qu'elles calculent. Nous, on philosophe. Alors, Gilles Dohec, je vais quand même prendre le temps de vous le présenter. Il est chercheur à l'INRIA, professeur attaché à l'ENS Paris-Saclay. Il est l'auteur de nombreux ouvrages destinés au grand public, notamment Les Métamorphoses du calcul, qui vous a valu le Grand Prix de philosophie à l'Académie française. Excusez du peu. Et puis plus récemment, vous avez publié Le temps des algorithmes avec Serge Abitboul, un livre passionnant que je recommande. Et la vertigineuse question à laquelle vous allez vous atteler, comment le calcul intensif nous mène à revoir le langage dans lequel nous exprimons les lois de la nature. Vous n'avez pas 4 heures, mais 7 minutes. Merci. Alors, la révolution informatique change beaucoup de choses dans notre monde, mais je crois que ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est la manière dont elle transforme les sciences. Et en général, même si cette transformation est foisonnante, on a l'habitude de dire qu'il y a 2 transformations principales. La première, elle est liée au fait que les ordinateurs permettent aujourd'hui de stocker de grandes quantités de données. Et la seconde, le fait que les ordinateurs nous permettent de faire aujourd'hui, et c'est plutôt le point que nous discutons ce soir, des calculs longs, complexes et fastidieux de manière très rapide. Alors quand on présente des nouveautés comme celle-ci, il se pose naturellement la question de savoir si c'est réellement nouveau. Et il est vrai que Tycho Brahe, en son temps, avait déjà accumulé une quantité de calculs, une quantité de données qui étaient issues des observations qui étaient gigantesques. C'était des observations astronomiques, il y avait des données astronomiques. Et d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, comme Archimède ou comme Charles Delaunay, avaient fait des calculs qui s'étaient déroulés sur de nombreuses années. Delaunay avait fait un calcul du mouvement de la Lune qui avait duré 20 ans. Et donc, d'un certain point de vue, on pourrait conclure tout de suite en disant qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a juste pas un changement d'échelle, mais pas de changement de nature. Et donc, accumuler des données et faire des calculs a toujours été une grande part de l'activité scientifique. Mais nous sommes ici peut-être devant un des nombreux cas où une transformation quantitative amène une transformation qualitative profonde. Et c'est plutôt le point que je vais essayer de défendre. C'est pour ça que ce n'est pas la fin de mon exposé. Alors, commençons par les données. Alors, je sais que tout le monde ici connaît ça, mais j'adore raconter ce calcul. Et il m'émerveille à chaque fois que je le fais, donc je le fais juste rapidement pour vous. Vous savez que l'unité d'information, c'est le bit, et puis qu'on utilise souvent une unité dérivée qui est l'octet. Un octet, c'est 8 bits, et c'est à peu près la taille d'un caractère d'imprimerie. En français, on a une centaine, entre 100 et 120 lettres dans l'alphabet, et un bit, ça permet d'encoder 256, donc c'est l'ordre de grandeur. Un kilo-octet, c'est 1000 caractères, c'est la taille d'une petite page imprimée. Un mégaoctet, c'est 1000 petites pages imprimées, c'est-à-dire 700 pages, 500 pages, 700 pages. Un gigaoctet, c'est 1000 livres. Donc c'est peut-être ce que vous avez dans votre bibliothèque à la maison ou dans la bibliothèque du labo, celle où on fait les pots de thèse, là. Pas la bibliothèque de l'université, mais la bibliothèque locale. Et puis un téraoctet, c'est 1000 fois ça, c'est-à-dire c'est 1 million de livres. Et ça, c'est l'ordre de grandeur de la Bibliothèque nationale de France, qui a en gros 14 millions de volumes. C'est les ordres de grandeur des ordres de grandeur qui comptent là. C'est pas la peine de me dire, il n'y a pas 14, il y a 14,5, etc. C'est pas la question. 1000 bibliothèques nationales de France, c'est un pétaoctet, et ça, c'est en gros ce qu'on appelle l'ensemble des cultures du monde. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est plus gros que tout ce qui a été publié depuis que l'écriture existe. Bien, et vous savez que le CERN, pour observer le boson de Higgs, a utilisé un petit cahier de manip, et que ce cahier de manip fait 15 pétaoctets, c'est-à-dire à peu près la taille de 1000 fois les textes imprimés qui sont à la Bibliothèque nationale de France. Et donc ça, c'est un changement qui n'est que quantitatif, mais qui implique quand même une manière différente de travailler. Alors, c'est peut-être le moment de se poser la question, à quoi servent ces données? Après tout, on dit toujours, ils ont 15 pétas de données, mais à quoi elles servent? Et de la même manière, à quoi servaient déjà les données à l'époque de Tycho Brahe? Et ça, c'est une question qui est relativement simple. Vous savez que les sciences expérimentales cherchent à décrire un objet qui leur est extérieur, qui s'appelle la nature. Et quand elles construisent une théorie, eh bien, il faut confronter cette théorie à des données issues d'observation ou de l'expérience pour savoir si la théorie est plus ou moins fidèle à la nature qu'elle cherche à décrire. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin de données pour les confronter aux résultats d'une théorie.
Alors cette confrontation est assez complexe, parfois les données viennent d'abord, parfois la théorie vient d'abord, parfois c'est la théorie qui suscite les expériences, parfois c'est les observations qui suscitent la théorie. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais cette confrontation, elle prend en général deux étapes. La première étape, c'est de déterminer ce que, dans certaines conditions expérimentales, la théorie prévoit. Ça, c'est la première étape. Puis la seconde étape, qui peut venir avant ou après, bien sûr, c'est de faire l'expérience et de confronter, de comparer les résultats de l'expérience avec le résultat de la théorie. Et donc, il se pose la question de savoir comment on fait quand on a un cahier de manip qui fait 1000 bibliothèques nationales de France, 4000 tours de Perrault. Imaginez qu'on a rasé Paris, on a remplacé Paris par 4000 tours de Perrault. Voilà, ça, c'est le cahier de manip du CERN. Comment est-ce que vous utilisez ces données pour les confronter aux résultats de l'expérience? Est-ce que vous pouvez feuilleter votre cahier de manip comme ça, en espérant, par exemple, repérer une corrélation? Alors, c'est difficile, hein, avec 4000 tours. Il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur une corrélation entre un document qui se trouve dans la tour 724 et un autre qui se trouve dans la tour 1292. Non, vous ne pouvez pas le faire comme ça. De la même manière, est-ce que vous pouvez, à la main, prévoir ce que la théorie, déterminer ce que la théorie prévoit dans chacun des cas que vous avez observés et qui sont consignés dans ce cahier de manip? Eh bien, pas plus. Donc ça, c'est des choses qui sont totalement impossibles. Et c'est là qu'intervient la deuxième transformation, celle de la puissance de calcul. Si vous voulez vraiment confronter ces données à une théorie, vous êtes obligé d'utiliser un ordinateur, et d'utiliser un ordinateur qui calcule vite, qui fait rapidement des calculs longs, complexes et fastidieux, pour repérer des corrélations. Et donc ça, c'est tout le traitement statistique des données, mais également pour savoir ce que la théorie prédit, de manière à pouvoir le comparer aux résultats de l'expérience. Alors, c'est le moment de se demander ce que sont les théories scientifiques. Et depuis Galilée, une théorie scientifique est présentée comme un ensemble de propositions logiques, un ensemble de propositions mathématiques, souvent des équations différentielles, mais pas uniquement. Pensez aux équations de Newton, aux équations de Maxwell, à l'équation de Schrödinger, c'est des équations différentielles. C'est comme ça qu'on exprime une théorie. Et déterminer le résultat, déterminer ce que la théorie prédit dans certaines circonstances où on fait une expérience, peut être quelque chose d'extrêmement difficile. Par exemple, prenez les équations de Newton. Là, ça demande un raisonnement très complexe pour utiliser les équations de Newton pour prédire la position d'une planète autour du Soleil, par exemple. D'abord, vous devez redémontrer les lois de Kepler, et ça, c'est pas de la tarte. Mais en plus, les lois de Kepler vous aident assez peu. La seconde loi de Kepler, la loi des airs, vous aide très peu à déterminer la position de la planète si vous essayez de faire le calcul à la main. C'est des mathématiques qui sont difficiles. Et donc, vous voyez que la confrontation du résultat de la théorie aux observations serait beaucoup plus facile si les théories étaient présentées non pas comme des propositions avec lesquelles il faut démontrer le résultat prédit par la théorie, mais directement comme des algorithmes qu'il suffit d'exécuter pour avoir le résultat prédit de la théorie. Et à ce moment-là, on peut tout à fait automatiser à la fois la prédiction, qui est la simple application d'un algorithme, et la confrontation aux données. Et donc ça nous amène à nous poser la question si les solutions des équations différentielles qui expriment cette théorie, et plus généralement, quelle que soit la forme de la théorie, que ce soit des équations différentielles ou autre chose, est-ce que ces prédictions sont calculables? Est-ce que les solutions des équations différentielles, en particulier, sont calculables? Et alors là, il y a de bonnes nouvelles, malgré tout, malgré l'extrême difficulté de ce problème. Il y a un résultat récent de mon collègue Olivier Bournez qui montre que, sous certaines hypothèses très générales, bien sûr, il y a toujours quelques contre-exemples, eh bien, les solutions d'une équation différentielle est une fonction calculable. C'est-à-dire, nous avons l'espoir d'utiliser un algorithme pour calculer les solutions d'une équation différentielle. Et en général, ça ne surprend pas trop mes collègues qui font du calcul scientifique, du calcul numérique, parce qu'ils disent, oui, mais nous, ça fait de toute façon des années qu'on les calcule, ces solutions. Donc le fait qu'on ait maintenant un argument théorique qui nous montre que c'est calculable, eh bien, ça enfonce un peu une porte ouverte. Alors je crois que ça n'enfonce pas une porte ouverte, c'est un résultat très général et me semble-t-il, très important. Et de manière tout à fait indépendante, avec un autre collègue, Pablo Arrigui, nous sommes partis d'une hypothèse qui a été posée par un astrophysicien qui s'appelle Jacob Bekenstein et qui proposait l'hypothèse selon laquelle l'information, quelle que soit sa représentation, a une densité bornée dans l'univers.
Et en gros, cette borne, c'est l'inverse de la constante de Planck, pourvu que la constante de Planck soit exprimée dans le bon système d'unité. Mais enfin, je ne vais pas entrer dans la question des systèmes d'unité pour exprimer la constante de Planck ce soir. Et si on part de cette hypothèse, ainsi que d'autres hypothèses qui sont assez vraisemblables, mais peut-être fausses, nous arrivons à la conclusion que tous les phénomènes physiques sont simulables par un processus de calcul. Et donc, c'est une autre démarche qui est beaucoup moins liée à l'analyse, qui est beaucoup moins liée à la théorie des équations différentielles, mais qui arrive à un résultat similaire, qui est que la nature est d'une certaine manière compréhensible, parce qu'on peut la simuler par un algorithme. Alors, bien entendu, ces résultats intéressent peut-être le philosophe ou le logicien, mais ce qui intéresse beaucoup les scientifiques, ce n'est pas de savoir que les solutions sont calculables, c'est bien entendu de les calculer. Et c'est pour ça que, même si ces résultats nous donnent un certain espoir, eh bien, il y a un peu loin de la coupe aux lèvres, il y a un énorme travail qui reste pour ensuite calculer ces solutions, ces prédictions. Et c'est essentiellement ce que la table ronde précédente et de manière plus générale, toute cette soirée nous a montré. Alors cette transformation dans le langage dans lequel on exprime les théories scientifiques, et qui ne serait plus uniquement des ensembles de propositions logiques, mais qui seraient directement des algorithmes, c'est ce que j'ai appelé un peu pompeusement la deuxième révolution galiléenne. Au début, j'avais appelé ça la seconde révolution galiléenne, mais je me suis dit que c'est un peu trop présomptueux, je vais l'appeler la deuxième révolution galiléenne. Et ça répond à cette nécessité de pouvoir confronter une théorie aux données de l'expérience. Mais ça répond aussi à des besoins internes de la science. Par exemple, la biologie est connue pour être extrêmement rétive à la formalisation par des équations différentielles. Prenez la synthèse des protéines par le ribosome, où est l'équation différentielle? On ne voit même pas très bien sur quelle variable porterait cette équation différentielle. En revanche, au moins dans sa version simple, il y a un algorithme simple qui nous montre comment synthétiser une protéine, comme une protéine qui nous permet de décrire la manière dont une protéine est synthétisée par un ribosome en utilisant l'ARN messager. Vous savez, il suffit de couper l'ARN messager en 3, alors, etc. Bon, mais il faut aussi, c'est pas tout, il faut aussi ajouter de l'aléa parce qu'il y a des mutations et blablabla. Enfin, c'est pas juste un algorithme aussi simple que ça. Mais il y a aussi une autre raison qui est plus liée à la physique. Le fait de poser des équations différentielles nous demande a priori d'avoir des variables d'espace qui apparaissent souvent à travers des gradients, des Laplaciens, etc. Et donc de poser a priori l'existence d'un espace et l'existence d'une notion de distance et d'une notion éventuellement de repère dans cet espace. Et quand on se place dans un cadre comme ça, où a priori on a posé que l'espace existe, eh bien, quand il y a des phénomènes non locaux qui apparaissent, on dit que c'est un paradoxe. Alors que si on utilise certaines formalisations algorithmiques, comme par exemple des dynamiques de graphes, eh bien, on s'aperçoit que les nœuds du graphe représentent des lieux, mais ces lieux, il n'y a pas forcément de métrique, il n'y a pas forcément de distance entre eux. Et donc, parfois, une notion de distance émerge, et dans ce cas-là, il faut s'en réjouir. Et puis, parfois, il n'y a pas de notion de distance qui émerge, comme dans les phénomènes non locaux en physique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une catastrophe. Il n'y a juste pas de notion de distance qui émerge. Donc, cette transformation, elle vient de la nécessité de confronter les théories aux données, mais elle a aussi des raisons internes, et elle peut transformer la biologie, la physique, davantage, peut-être les sciences humaines, davantage que ce que nous pouvons penser à première vue. Pour conclure, il me reste 1 minute, mais c'est beaucoup plus que ce qu'il me faut pour conclure, rassurez-vous. Donc, pour conclure, je voudrais dire qu'il y a quand même beaucoup de problèmes que cette deuxième révolution galiléenne pose, et je voudrais en mentionner 4. Alors, le premier, c'est la taille des théories. Les équations de Maxwell, il y en a 4, les équations de Newton, il y en a 3, et donc on a l'habitude d'avoir des théories qui sont exprimées en 4 lignes ou en 3 lignes. Et on s'aperçoit qu'avec ces descriptions algorithmiques, on a des théories qui sont décrites par des algorithmes beaucoup plus gros que 4 lignes. Et c'est plutôt rétrospectivement le miracle du fait que les équations de Maxwell tiennent en 4 lignes qu'il faut célébrer, voire en 1, mais c'est ça, ce miracle qu'il faut célébrer, plutôt que de s'étonner du fait qu'aujourd'hui on ait des grosses théories. Et de fait, dès qu'on a eu des ordinateurs, on a inventé des grosses théories algorithmiques, ça s'appelle des modèles, et les modèles du climat sont un exemple de telles théories. La deuxième chose, c'est que quand on exécute un algorithme pour obtenir le résultat prédit d'une expérience,
On sait quel est le résultat de cette expérience, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Et donc, il y a un divorce entre la notion de prédiction et la notion d'explication. De la même manière qu'en mathématiques, il y a 40 ans, 50 ans, il y a eu un divorce entre la notion de démonstration et la notion d'explication aussi. Nous croyions savoir ce que ça signifie que les lois de Maxwell expliquent l'existence des ondes hertziennes. Nous comprenons aujourd'hui que nous ne savons pas ce que ça signifie. Le troisième problème qui se pose à nous, c'est le problème de la qualité des modèles que nous construisons. Les modèles, plus ils sont gros, plus il y a des paramètres. Et plus il y a de paramètres, plus on a la possibilité de les paramétrer. Et si vous avez plus de paramètres que de données d'observation, eh bien, avec n paramètres, vous avez 2 puissance n manières de paramétrer votre modèle, et ça ne serait vraiment pas de chance s'il n'y avait pas un de ces paramétrages qui vous donnait le résultat de votre expérience. Et donc ça nous amène à poser la question de la qualité. Qu'est-ce qu'un bon modèle? Et ici, il faut juste se souvenir qu'une interpolation polynomiale n'est pas un bon modèle. Ce n'est pas comme ça qu'on fabrique des modèles. Ça, c'est un exemple de très mauvais modèle. On connaît des très bons modèles, mais comment évaluer la qualité d'un modèle, c'est un problème qui reste entier. Et pour conclure, ma conclusion, en une seconde, il y a une question plus philosophique qui apparaît, qui est liée au temps. Elle a été évoquée par Emanuele tout à l'heure. Il y a 2 temps qui rentrent en collision. Si nous voulons prédire la position d'une planète dans 1000 ans, il y a un premier temps qui est 1000 ans. C'est le temps qu'il faudra à cet événement pour advenir. Et puis, il y a un temps qui est 1 minute, qui est le temps que nous prenons pour calculer la position de cette planète dans 1000 ans, sous certaines hypothèses que le système n'est pas trop chaotique, etc. Bon, mais en 1 minute, nous sommes capables de calculer ce qu'il y a dans 1000 ans. Mais comme Emanuele disait, parfois, le séisme se produit avant qu'on ait fini le calcul pour le prédire. Et Feynman avait fait cette remarque, qu'il n'y a pas de raison que le calcul soit plus rapide que l'événement lui-même. Et nous observons un certain nombre de cas où ce n'est pas le cas. C'est pour ça que Feynman a proposé d'inventer le calcul quantique au départ. Mais il y a aussi des cas où c'est le cas. Et ça, nous ne savons absolument pas pourquoi il y a des phénomènes comme ça qui se laissent compresser et qui se laissent prédire en un temps si court, alors que les phénomènes sont si longs. Merci. Merci, Gilles Dohec. Bon, ça va parce que c'était intéressant.